Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes à Haguenau sur la voie de Liaison Sud. Voie de Liaison Sud qu'on va découvrir pendant cette émission d'une heure. Bienvenue à tous et à tous sur les réseaux sociaux de la communauté d'agglomération d'Haguenau, mais également d'NGE. Bienvenue à tous et à toutes en direct pour ce rendez-vous. Une heure à passer avec ceux qui sont en train de réaliser une véritable prouesse technique derrière moi. C'est le lançage de ce pont sur la Modère, sur la rivière Modère, un petit peu plus de 50 mètres pour la longueur de cet ouvrage. On reviendra dans les détails techniques pendant cette émission. On verra comment ce pont est lancé depuis quelques heures, combien de personnes s'activent ici sur le chantier, d'une rive à l'autre, pour arriver à ce challenge, l'arrivée, la pose du pont à sa place. Ça sera dans environ 25-30 minutes. On suivra tout ça évidemment en direct et tous et toutes ensemble sur les réseaux sociaux. Allez, on va retrouver pendant cette émission les techniciens qui travaillent, les entreprises qui ont œuvré sur cette voie Liaison Sud, mais également les élus, ceux qui sont à l'origine de ce projet, les cofinanceurs. Delphine Dublé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes côté arrivée cette fois-ci, là où le pont va arriver dans quelques minutes, avec vos invités cet après-midi. Exactement, bonjour à tous. Et oui, moi je suis en présence de Claude Sturny, qui est le président de la communauté d'agglomération de Haguenau et maire de la ville. On le retrouvera dans quelques instants. Avant ça, on va découvrir le parcours de cette voie Liaison Sud ici à Haguenau, et puis on parlera de ses bienfaits dans quelques instants avec Claude Sturny. Voilà, vous avez tout sur le parcours de cette VLS. Delphine, vous êtes donc avec Claude Sturny. On va parler évidemment des enjeux de cette voie Liaison Sud ici à Haguenau. C'est ça, alors bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Et puis, alors, quels sont les enjeux pour un chantier comme ça? Donc aujourd'hui, on est là pour l'ouvrage qu'on lance sur le pont de la Modère, mais ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large qui est la voie de Liaison Sud de Haguenau, donc la VLS pour les intimes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur tous les enjeux de cette VLS? Bien sûr, c'est vrai qu'on ne construit pas un pont tous les ans, même pas tous les 10 ans. C'est un moment historique, j'allais dire. Franchissement du pont, franchissement de la Modère ici, la rivière. L'année dernière, on a vu la mise en service d'un pont au-dessus d'une voie ferrée. On comprend vite que c'est un projet de développement territorial. Cette voie de liaison sud, certes, elle est sur Haguenau, mais elle irrigue et elle a vocation à résoudre un certain nombre de problèmes, qu'ils soient pour la ville de Haguenau ou pour le territoire, donc l'agglomération, voire l'Alsace du Nord en général. Irriguer un territoire, ça veut dire permettre à des entreprises qui sont installées tout du long de cette artère qui va représenter 5,5 km. Elle desservira donc des zones d'activité. Celle qui se trouve derrière nous, c'est une zone commerciale. Celle qui se trouve devant moi, en tout cas, c'est une zone artisanale. Mais il y a également le centre hospitalier de Haguenau, plus de 2000 emplois. Il y a la caserne, le quartier aimé, qui est, il ne faut pas oublier,
Agno est une ville de garnison, donc plus de 2300 militaires. Voilà, on va irriguer tout un territoire et on va éviter évidemment qu'un trafic qui aujourd'hui passe par le centre-ville de Agno continue à y créer les nuisances et qu'on permette ainsi une meilleure desserte du territoire en améliorant la gestion des flux. Claude Sturnier, évidemment, ça concerne toute l'agglomération, hein, pas seulement Agno, un projet comme celui-ci. Bien sûr, c'est pour ça que ce projet n'est pas un projet porté par la ville, mais bien un projet porté par la communauté d'agglomération. C'est d'ailleurs le plus gros projet depuis la création de notre intercommunalité. Certes, la communauté d'agglomération est récente, jeune, on va dire, 2017, mais un projet de plus de 40 millions d'euros, c'est évidemment un projet qui, à l'échelle de cette agglomération qui compte un peu moins de 100 000 habitants, c'est structurant. Je pense que... Vas-y, Delphine, allez-y, pardon. J'imagine que c'était un projet qui était attendu, aussi bien par les entreprises que par les riverains. Alors, évidemment, il est très attendu par les entreprises du côté de la zone de l'aérodrome, par exemple, très attendu aussi par les habitants le long de certaines voies, y compris en plein centre-ville, qui aujourd'hui voient passer un trafic qui demain a vocation à ne plus transiter par le centre-ville et à desservir directement en contournant ainsi une part de la ville. Mais c'est aussi un projet qui doit permettre une urbanisation raisonnée de la ville au sud et à l'est. Et puis, il ne faut pas oublier que parmi les enjeux, c'est aussi les modes doux de déplacement. Tout au long de cette voie de liaison sud, il va y avoir une piste cyclable en site propre, ce qui est évidemment aussi un élément important d'un point de vue de notre vision du développement territorial. D'accord. Eh bien, merci. Je pense que c'est clair. On a bien saisi tous les enjeux. Merci beaucoup, Christian. Alors, je crois que David, avec toi, tu as Philippe Chartrou, parce qu'on parle d'un terme qui est assez technique, qui s'appelle le lançage. Et je pense que tout le monde se demande concrètement qu'est-ce que c'est un lançage. Alors moi, pour être très honnête, au départ, je pensais qu'on s'était trompé, qu'il fallait dire lancement, et que vous aviez fait une faute en disant lançage. Non, c'est bel et bien le lançage d'un pont. Bonjour Philippe. Bonjour David. Vous êtes le chef, le directeur d'agence pour NGE Génie Civil ici dans la région Grand Est. Quand je dis lançage, je ne me trompe pas, c'est bien le terme exact quand on pousse un pont de cette manière-là ou qu'on tire un pont. Tout à fait, c'est bien le terme exact, en effet. Donc là, on se trouve devant le futur tablier du pont qui permettra le franchissement de la Modère. Donc c'est une structure en fait de type caisson mixte. Alors pourquoi mixte? C'est parce que il est composé d'une partie métallique devant laquelle on se trouve, et ensuite nous viendrons réaliser un ourdi, donc une dalle béton qui viendra sur la partie supérieure du caisson. Alors, on va pas rouler sur le métal évidemment, on va occuper tout ça. D'ailleurs, on voit les petites pointes, je vais vous le dire très simplement, et qui vont permettre peut-être d'accrocher l'ourdi qui va se mettre par-dessus. Tout à fait. Donc tous les connecteurs que vous appelez les petites pointes vont permettre après de solidariser en fait la partie en béton avec la partie métallique. Voilà. Et donc la particularité en effet de cet ouvrage, c'est que la partie métallique a été assemblée et préfabriquée à côté de sa future position. Et donc le lançage consiste aujourd'hui en fait à le déplacer et à le mettre au droit de sa position définitive avec tout un système, je pense qu'on détaillera un peu plus. On va l'expliquer, bien sûr. Ça a commencé à quelle heure ce matin, le lançage du pont? Alors ça a commencé déjà hier par des essais, pour s'assurer évidemment que tout fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de réglages à faire. Il faut bien s'assurer que tout fonctionne, même si évidemment il y a des coefficients de sécurité, mais bon, il faut évidemment s'assurer de tout ça au préalable. Et donc ce matin, on a repris le lançage, et donc on a arrêté évidemment pour attendre tout le monde et pour pouvoir montrer à tout le monde ce qu'est un lançage, car c'est bien expliqué, mais c'est encore mieux de le voir. Voilà, là il y a une petite pause pour l'instant évidemment dans la machinerie, tout est à l'arrêt. On va reprendre d'ici 20-25 minutes afin d'arriver au bout. Alors on parlera également de l'avant-bec, on parlera de tous ces termes techniques, parce que pour ceux qui sont avec nous sur place, on a l'impression quelque part que le pont est déjà arrivé à l'acculé, c'est-à-dire à sa place, mais c'est pas le cas, c'est seulement l'avant-bec. On expliquera tout ça dans quelques instants, super concrètement. Delphine, je reviens avec vous, vous êtes avec des élus, les cofinanceurs de cette voie liaison sud ici à Agno. Oui. Et je suis en présence de Frédéric Bierry, qui est présidente de la CEA, la Collectivité européenne d'Alsace. Bonjour. Bonjour. Alors, vous participez au financement de cette VLS. En quoi ça s'inscrit dans des projets, dans des grands projets pour le territoire et pour le département plus particulièrement? Alors, bien évidemment, pour hier, la collectivité départementale, aujourd'hui pour la collectivité européenne d'Alsace, faire en sorte que tous les territoires d'Alsace soient connectés et attractifs, c'est bien évidemment un enjeu majeur pour nous. Et bien évidemment, l'Alsace du Nord et Agno jouent un rôle majeur dans la dynamique de notre territoire. Et donc, c'était important à nos yeux de
d'être là pour des projets d'envergure sur ce secteur. Bien évidemment, cette voie, elle est déterminante parce qu'elle permet à la fois, bien sûr, de soulager un peu le cœur de ville et du coup de permettre à la qualité de vie, d'améliorer encore la qualité de vie sur le territoire, même si la ville d'Agno est déjà très très agréable. C'est le lien avec l'activité économique. Monsieur le maire, le président de la communauté d'Aglo l'a dit, mais il y a nécessité pour nous d'accompagner les dynamiques de territoire, le développement durable du territoire. Et là, on est vraiment dans un enjeu majeur. 80% des mobilités se font encore sur les routes. On l'oublie parfois, et je crois qu'il faut le dire, même si dans les projets que nous accompagnons ici, il y a aussi les parkings multimodaux de la gare, etc. L'enjeu aussi des mobilités ferroviaires sont importants. Donc, nous, notre priorité autour de la collectivité européenne d'Alsace, c'est faciliter le développement, la dynamique du territoire. Ce projet est important pour Agno et son agglomération, pour l'Alsace du Nord. Et donc, pour nous, c'était essentiel de pouvoir soutenir cette dynamique. Frédéric Bierry, il s'inscrit évidemment dans de grands projets sur l'ensemble de la collectivité. Les grands projets en Alsace-Nord, si on doit en citer 1, 2, 3, allez, 3. Alors, on a, j'espère qu'on pourra mener à bien la 4 Lorentzen. C'est un dossier sur lequel on a déjà beaucoup travaillé. La Commission nationale de protection de la nature, malheureusement, a mis un avis défavorable. Donc, on essaye d'améliorer encore le projet pour continuer à y croire et à mener à bien cet équipement qui aurait un vrai sens et qui, en plus, permettrait une liaison intelligente avec Beach et donc avec notre département voisin. Donc, ça, c'est vraiment un gros projet fort. On est par ailleurs autrement sur des contournements, sur les pistes cyclables, parce que on parle aujourd'hui route, mais on est juste à côté d'une piste cyclable qui est très très fréquentée, sur laquelle le département est aussi en soutien pour encore la renforcer. Notre enjeu à nous, c'est investir les mobilités routières, mais aussi les mobilités douces, qu'elles soient vélo, mais aussi piétonnes, fluviales. On est partenaire aussi de la forêt d'exception de Agno. Donc voilà, on est sur beaucoup de projets en soutien. La collectivité européenne d'Alsace aujourd'hui, hier le département était plus gros partenaire. C'est 40 millions sur les 3 ans à venir. Là, c'est 40 millions que la collectivité investit sur le périmètre de l'agglomération de Agno, soit en direct sur des projets comme par exemple la maison des aînés et des aidants avec Isabelle Delinger, avec André Herbst que nous portons, mais aussi sur des projets d'équipement sportif, des projets d'équipement éducatif. On est en soutien bien sûr avec le projet de la rénovation du centre nautique ici. Donc là où il y a des enjeux majeurs pour le territoire, que ce soit avec les communes, avec les intercommunalités ou les acteurs économiques ou associatifs du secteur, nous essayons de faire levier, d'être soutien. Merci d'y être. Merci beaucoup Frédéric Bierry. On va échanger maintenant, Delphine, avec la région, alors qu'on se prépare ici sur le point de lançage. On se prépare à redémarrer la machine pour faire avancer le pont. Vous le voyez derrière moi, il va continuer à avancer par-dessus la Moder et rejoindre le plateau où vous êtes d'ailleurs, de l'autre côté exactement. On vous voit à l'arrière de cette image en direct. Voilà ce pont qui va recommencer à avancer d'ici une petite quinzaine de minutes. Est-ce qu'on a notre représentant de la région qui est avec nous, la région Grand Est, qui est cofinanceur également de cette liaison ici, cette liaison sud ici à Agno? Delphine? Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Specht. Je suis donc, on est donc en direct avec Monsieur Philippe Specht, qui est conseiller régional pour la région et qui participe aussi au financement de cette VLS. Donc, en quoi ça s'inscrit dans une dynamique de mobilité durable, ce projet? Oui, alors je suis conseiller régional, mais je suis aussi vice-président de l'agglomération de Haguenau. Oui, vous faites. Donc j'ai une double casquette aujourd'hui, bien que je représente la région. Oui, donc cette réalisation est très intéressante pour la région parce que elle met l'accent aussi, elle confirme la nécessité d'intervenir fortement dans l'évolution des pratiques de déplacement et en particulier le vélo. Cette évolution s'est amplifiée depuis un an, s'est amplifiée avec la crise depuis un an, et ça reste un des moyens les plus rapides des solutions de déplacement décarbonées. Donc sans faire appel
aux énergies fossiles. Donc c'est à la fois bon pour le sport, pour son individuel, et puis c'est bon aussi pour la qualité de l'air. Puis en second lieu, la région a soutenu fortement ce projet parce qu'elle souhaite se positionner fortement sur le créneau du déplacement vélo, en particulier en raison de l'évolution de ses compétences, puisqu'elle est responsable de la mobilité maintenant. Et puis, malgré tout, nous avons aussi l'ambition d'être la région la plus cyclable de France dans les années à venir. Donc, dans ce contexte, la création de cette piste cyclable répond parfaitement à nos attentes, et nous l'avons soutenue donc à hauteur de 460 000 € au niveau de la région. Et pour tout ce qui est contexte économique, j'imagine que ça participe à un certain désenclavement de certaines zones aussi ici. Alors ça a un double intérêt. Ça a l'intérêt de désenclaver effectivement certaines zones et ça a l'intérêt aussi de mettre un zoom sur la réutilisation des friches. Alors les friches, qu'elles soient militaires, qu'elles soient économiques, qu'elles soient ferroviaires, puisque en l'occurrence le ferroviaire est concerné aussi. Donc cette voie de liaison sud aura un impact très important en matière de désenclavement, comme je le disais, mais aussi d'amélioration de la qualité de vie de la population de Haguenau au centre-ville, puisque forcément, ça va permettre d'améliorer les flux, de transporter une partie des flux sur cette VLS, et donc, comme je le disais, de préserver la qualité de vie des habitants du centre-ville. Et puis en faisant ce choix de donner une seconde vie aux friches, c'est aussi une réponse à la consommation de l'espace et à la réduction de la consommation d'espace, de l'artificialisation des sols. La ville de Haguenau, mais aussi la com d'Aglo, ont une pratique certaine dans ce domaine-là. Je te rappellerai que le quartier Thureau pour la ville, qui est un exemple frappant et réussi de reconversion de friches militaires. Dans ce cas-là, nous avons bien entendu, comme je le disais, aussi des friches ferroviaires. Donc nous sommes déjà intervenus au niveau de la région pour la résorption de cette friche ferroviaire et nous continuerons à le faire, bien entendu, aussi dans la zone de l'aérodrome. Et puis enfin, nous avons participé, parce que nous avons remis gratuitement un terrain de 42 arts à l'entrée, à l'autre bout de la VLS par rapport à l'endroit où nous sommes aujourd'hui, pour servir de parking public dans l'enceinte du lycée Nessel. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup à la région pour cette intervention et cette présentation de ces lieux effectivement qu'on a su conquérir ou reconquérir grâce à la VLS. On va poursuivre les échanges encore, continuer à découvrir d'autres témoignages. André Herbst, qui est quelqu'un, je crois, qui connaît bien ce tracé, qui connaît bien ce chantier. On parlait un petit peu avant l'émission, vous l'avez sur le bout des doigts, André Herbst, vous le connaissez parfaitement, vous le maîtrisez parfaitement. Il y a un peu d'émotion là aujourd'hui, André Herbst, à être devant le pont, près du lançage, quasiment à sa place. Est-ce qu'André Herbst est avec nous ou pas encore ? Il est là, il arrive. Il arrive, d'accord. Alors je reste encore un tout petit peu ici pour dire que vraiment on se prépare et je le sens, on en parlait avec le maître d'œuvre il y a une petite seconde, toutes les équipes sont presque au garde à vous. Il y a aussi quelque chose d'impressionnant, on peut le montrer peut-être avec la caméra, c'est les habitants d'Haguenau qui sont venus voir ici et qui sont venus regarder le lançage. Alors depuis ce matin, il y a des gens qui se succèdent ici, on a parlé un tout petit peu avec eux tout à l'heure, ils demandaient comment ça marche et le double treuil, comment ça fonctionnait. Toutes ces infos, vous les avez aujourd'hui sur la page Facebook de la communauté d'agglomération d'Haguenau, sur le YouTube d'NGE également. Vous avez la chance de découvrir les coulisses et depuis l'intérieur ce chantier. Est-ce que vous avez retrouvé André Herbst ? Je sais qu'il est très occupé aujourd'hui. Non, là. Bonjour André Herbst. On m'a retrouvé. C'est un peu compliqué pour m'équiper, mais bon, entre le casque, le gilet, ouais, on est obligé. Alors on respecte plein de règles. Alors toutes les règles de sécurité évidemment, celles des chantiers de construction comme celui-ci, les casques, les gilets fluo, les chaussures de sécurité. Mais en plus on y additionne les règles de distanciation sociale avec la Covid. Donc, mais on est là, vous êtes avec nous. Je disais tout à l'heure que vous connaissez ce chantier sur le bout des doigts, tant le tracé que la partie technique. Vous m'avez impressionné juste avant l'émission quand on échangeait. Oui, enfin, sur les bouts des toits, il y en a certainement d'autres qui le connaissent encore mieux que moi, mais c'est vrai que depuis qu'on y travaille, je le connais assez bien. Parce que là, on est dans la phase chantier. Il faut savoir qu'avant d'arriver aux travaux, il y a quasiment une dizaine d'années d'études, de faisabilité, l'instruction des dossiers administratifs, les acquisitions foncières. Donc voilà, c'est un projet qu'on connaît depuis au moins une dizaine, voire une douzaine d'années. Delphine ? Oui, alors moi j'avais une petite question. Comment le chantier de la VLS s'articule avec tous les autres chantiers de l'agglomération ? C'est une bonne question. Donc c'est vrai qu'au-delà du chantier routier qu'on a à l'esprit quand on parle de la VLS, ce projet s'inscrit aussi et surtout dans notre politique sur les mobilités,
Cela au même titre que, par exemple, le projet d'aménagement du pôle d'échange multimodal. Je crois que ça a déjà été évoqué par un de mes prédécesseurs, ou encore le développement de notre réseau de transport public. Alors, c'est vrai que quand on parle de route, on ne parle pas forcément, enfin, on n'a pas à l'esprit que les routes sont quand même encore le support de la mobilité. Alors, ici, pour la VLS, c'est la piste cyclable, une piste cyclable tout le long de la VLS, qui est connectée avec l'ensemble du réseau existant, voilà, donc qui permet d'avoir un vrai schéma cyclable sur l'agglomération. Il y a aussi la réalisation d'un parking à une extrémité qui peut servir ou qui va servir de parking de covoiturage. La VLS sera également le support du transport collectif, passera sur la VLS. Et enfin, avec la mise en service, on espère, enfin on pense, pouvoir après revoir l'aménagement du réseau ou des axes dont le trafic va être fortement diminué par la mise en service de la VLS. D'accord. Et alors, moi, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se dit et tout ce qui se fait sur cette VLS. Et donc, on parle de boulevard urbain. Donc, en quoi c'est un boulevard urbain? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors, c'est une question qui revient effectivement très régulièrement. Boulevard urbain, contournement, autoroute. Voilà. Alors, à la différence d'un contournement, le boulevard urbain a pour vocation, je dirais, d'améliorer la desserte des quartiers, et en l'occurrence ici, tous les quartiers sud de la ville, qui aujourd'hui sont difficilement accessibles. Pour accéder au quartier sud en venant du côté de Strasbourg, de l'autoroute, il faut quasiment passer au centre-ville. Donc voilà, c'est une des vocations donc, de la VLS, mais aussi la desserte de certaines zones d'activité, zones commerciales. Je crois que le président de l'agglo on a déjà parlé. Et aussi les établissements scolaires. On a sur le trajet quelques établissements scolaires, des collèges publics et des collèges privés, et des équipements de loisirs comme la piscine de plein air. Voilà. Donc le boulevard a plutôt une fonction de desserte, là où le contournement a plutôt une fonction de transit. Alors pour cela, effectivement, la voie sera raccordée au réseau actuel, aux voies actuelles, par des carrefours à feu. Donc à niveau, il n'y a pas de pont, des carrefours à feu avec des passages piétons, donc pour protéger la circulation des piétons. Une chaussée aussi à 2 fois 1 voie, pas de 2 fois 2 voies, accompagnée de trottoirs, de stationnement longitudinal et agrémentée de plantations. Par ailleurs, la VLS, elle sera limitée à 50 km/h comme une voie normale en agglomération. Voilà, c'est toutes les caractéristiques un peu d'un boulevard urbain. Ok, et donc pour revenir un petit peu sur le chantier, quelles ont été les principales étapes de ce chantier? Quand est-ce qu'il a commencé? Comment ça s'est déroulé jusqu'à aujourd'hui? Ce qu'il faut déjà savoir, la décision avait été prise de réaliser la VLS d'un seul trait, en une seule fois, pour limiter en fait dans le temps la durée des travaux. De même, on a décidé de mettre en service l'ensemble des 5,5 km en une seule fois. Alors avec une petite exception, c'est la première étape, je crois que ça a été évoqué, c'était la pose ou la réalisation du pont au-dessus de la voie ferrée. Ces travaux-là ont démarré en juin 2019 et ont été inaugurés une année après, donc en juin 2020. Ce pont la conséquence de la réalisation de ce pont, c'était aussi la suppression d'un passage à niveau. Et donc, il fallait redéfinir le tracé d'une route, de la route de Weilbourg, ce qui nous a obligés à mettre en service les quelques centaines de mètres de la VLS donc, l'an dernier au mois de juin. C'est un peu l'exception à la règle pour le reste. Alors, pour le reste des travaux, le chantier a été découpé en 5 tronçons. Chaque tronçon est en quelque sorte autonome. Les différents travaux comme le terrassement, la pose des réseaux sont menés simultanément donc, sur chaque tronçon. Et pour les jonctions entre les tronçons, il s'agit là surtout des carrefours avec les voies existantes, la planification des travaux a été faite à part, tout simplement parce que c'est des travaux qui se font sous circulation. Donc il faut tenir compte à la fois du trafic, et donc souvent ces travaux se font pendant les périodes estivales, et il faut calibrer ou il faut réaliser ces travaux en tenant compte aussi de l'impact qu'un carrefour peut avoir sur un autre, donc pour éviter des bouchons ou des déviations trop compliquées.
Voilà. Et le dernier aspect, les dernières grandes étapes, c'est la réalisation des ouvrages. Alors, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, je ne vais pas en dire plus parce qu'il y a des personnes qui vont en parler dans le détail tout à l'heure. Mais dans les ouvrages, il y avait le premier pont sous la voie SNCF, il y a celui-là. Et il y a quelques ouvrages qu'on appelle des ouvrages de décharge qui sont derrière, dans la vallée de la Modère, qui permettent à la Modère de s'étendre en cas de crue. Voilà un peu l'organisation du chantier. Parfait, merci beaucoup. Donc, pour illustrer tout ce que vous venez de dire, avant de parler du planning, on a une vidéo, une courte vidéo qui relate les principales étapes de la VLS. Voilà pour ce parcours que vous avez découvert et puis aussi les différentes phases de ce chantier. Delphine, je reviens avec vous avec André Herbst alors qu'on est en train de tendre les câbles. Donc j'imagine que le lançage du fond du pont va se poursuivre dans quelques instants ici. Oui, je voulais que tu nous en dises un petit peu plus, David, parce que nous, on est en plateau et on a vu que ça commençait à bouger. Ce sont juste des essais, quelques petits essais techniques et on revient dans quelques instants. On est en train de faire quelques réglages de tension de câbles et puis ça va redémarrer dans quelques minutes. Mais ce n'est pas pour l'instant le véritable lançage qui ira jusqu'à l'arrivée. On est juste dans les essais techniques. J'en parlais avec Dominique, d'entreprise Berthold, il y a un instant. On peut revenir dans quelques minutes ici en direct. On parlera avec la maîtrise d'œuvre. Mais je vous laisse continuer avec André Herbst encore. Alors, on continue. On voulait justement parler du planning et de ce qui reste à venir. Ouais, effectivement, il reste encore à peu près 9 mois de travaux. Hein. On l'a dit avant, le chantier est prévu sur à peu près 2 années et demie.
On a démarré en juin 2019, voilà, donc il reste 9 mois. Ces 9 mois, si on circule un peu sur le chantier, on voit que les différents tronçons ont un avancement, un degré d'avancement un peu différent l'un de l'autre. Hein. Ça dépend souvent des travaux à faire, s'il y a beaucoup de terrassement ou pas, s'il y a beaucoup de réseaux à poser ou pas, etc. Donc il y a des tronçons qui sont déjà bien avancés, où il y a déjà les mâts d'éclairage public, par exemple, qui sont en place, la grave bitume. Donc voilà, les bordures aussi, on distingue déjà les trottoirs et les pistes cyclables. Sur le tronçon où on est là, c'est un peu celui qui est le moins avancé. C'est dû aussi au pont, hein, qui devait d'abord être réalisé avant de pouvoir maintenant faire les travaux de voirie. Donc ces travaux vont se poursuivre donc, pour les 9 mois qui viennent. Deux chantiers importants qui sont encore à venir, c'est deux chantiers sur des carrefours, 2 carrefours importants avec des RD, hein, c'est la route de Strasbourg, hein, là où démarre la VLS, et puis la route de Bichulaire, qui sont 2 axes avec un trafic très, très élevé. Donc ces travaux sont planifiés pendant le mois de juillet-août, hein, pendant les congés scolaires. C'est un peu les chantiers encore un peu délicats. Ensuite, on arrivera à l'automne à la plantation. Hein. La VLS est accompagnée de plantations de quelques centaines d'arbres. La pose des équipements de sécurité, hein, les panneaux de signalisation, la signalisation aussi horizontale, la peinture au sol, etc. Donc voilà, et la pose du tapis définitif qui est prévue d'ici donc au courant de ce 2e semestre. Et puis pour une livraison, alors on en a parlé avant avec le maître d'œuvre qui m'a assuré qu'on était plutôt bon. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ah, il est à côté de moi, André Arps, on va lui poser la question. Vous lui poserez la question. Il m'a dit qu'on est plutôt bon. Il y a Olivier Blanc qui est à côté de moi. Voilà. Bonjour donc, Olivier Blanc. Donc on espère la livraison. Avant j'ai annoncé une date, hein, le 3 janvier de l'année prochaine. Allez, je lui pose la question. Si c'est tout début janvier, tout début 2022, ça sera bon aussi. Hein. Olivier Blanc, bonjour. Alors vous êtes le maître d'œuvre avec l'entreprise CETEC. On parlait du 3 janvier avec André Arps pour le lancement, définitivement. C'est ça, ce sera pour le 3 janvier, on tiendra. La mise en service, oui. Tout est en place pour que ça arrive, donc le 3 janvier l'année prochaine. C'est quoi le maître d'œuvre? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est le maître d'œuvre dans un chantier comme celui-ci? Alors le maître d'œuvre, il est à la coordination entre la maîtrise d'ouvrage et le groupement d'entreprise. Donc déjà dans la phase de conception, hein, pour prévoir le projet et ensuite d'accompagner l'entreprise au jour le jour. Et c'est la coordination entre les deux. Comment on a intégré alors toutes les contraintes qui sont environnementales, on en parlera encore un petit peu plus tout à l'heure, qui sont également architecturales sur un chantier comme celui-ci. Alors je parle de la LS peut-être en général, hein, la voie de liaison sud, mais également ces 2 ouvrages, celui sur la voie de chemin de fer et puis celui-ci sur la Moder. Alors sur un projet de ce type, les considérations environnementales sont prises très très en amont. Hein. Dès la phase d'enquête d'utilité publique, ces sujets-là sont regardés et c'est ce qui amène déjà dans un premier temps au choix du tracé. Dans une zone de moindre impact environnemental. Après, sur le cas particulier de l'ouvrage ici sur la Moder, donc on avait affaire à un certain nombre de contraintes spécifiques. L'eau, évidemment, hein, pour la rivière, les ripisylves, hein, donc les berges de la rivière qu'il fallait absolument préserver. Et puis également, sur ce type de cours d'eau, dans une région très boisée comme est le pays d'Haguenau, on a beaucoup d'arbres et de chiroptères. Donc les chiroptères, ce sont le nom de toutes les familles de chauves-souris. Et donc le long de la Moder, on a un couloir de déplacement privilégié de chauves-souris. Et du coup, le choix de cet ouvrage a été fait pour permettre et faciliter le déplacement de ces espèces animales. Et pour ce faire, cet ouvrage sera muni d'écrans dissuadant les chiroptères de passer par-dessus. Et c'est aussi une des raisons du calage de l'ouvrage relativement haut par rapport au niveau de la plaine, plus haut que ce que les contraintes hydrauliques auraient nécessité. C'est pas la Moder en fait qui a décidé le niveau de la Moder, qui a décidé le niveau du pont, mais c'est bien pour faciliter ce passage. Pourquoi le choix d'un ouvrage en métal? Tout à l'heure, Philippe nous parlait de métal et puis ensuite de béton qui ira par-dessus. Alors le choix de cet ouvrage, il est lié à la longueur, hein, de la portée pour franchir la Moder.
voilà, c'est ça, c'est une cinquantaine de mètres, sans impacter les berges, puisque aussi pour protéger la ripisylve, l'objectif c'est d'avoir les appuis de part et d'autre à l'arrière des berges. La ripisylve, ce sont tous les végétaux qu'on a autour d'une rivière ou d'un cours d'eau. Hein. Tout à fait. Et donc le choix du métal pour pouvoir avoir ces 50 et quelques mètres. Particulier. C'est un métal particulier. Un métal particulier, donc qui s'appelle le cortène, qui a la particularité de ne pas nécessiter de maintenance ultérieure. Et donc ça, c'est quand même un gros intérêt pour le futur en termes de coût, hein, puisque une fois réalisé, il ne nécessiterait pas de remise de peinture spécifiques qui sont compliquées à faire au-dessus d'un cours d'eau, de plus par rapport à l'accessibilité et à des contraintes de maintenance spécifiques. On sait combien de personnes ont travaillé sur ce lançage là pendant les heures qui précèdent là, depuis hier? Il y a une cinquantaine à une centaine de personnes qui ont travaillé ici ces derniers jours. Oui. Voilà, on va suivre tout ça. Merci beaucoup Olivier. Bravo à vos équipes, les équipes de CETEC, donc maître d'œuvre de ce lançage ici et puis de cette VLS. On va redémarrer dans quelques instants. Je vois qu'il y a du mouvement dans les câbles. On va vous expliquer pourquoi je vous parle de câbles, de treuil depuis tout à l'heure. Il y aura plein d'explications techniques à venir. Avant ça, vous êtes avec les représentants de ce qu'on appelle un groupement Delphine. Alors, ce sont les entreprises qui ont regroupé leurs talents, leur savoir-faire, leur métier pour arriver à ce résultat. Oui, c'est ça. Et donc, je suis avec Thierry Klotz, qui est directeur général de Trabé, et avec Bruno Bianco, qui est directeur opérationnel Nord-Est NGE. Alors, bonjour à tous les deux. David, bonjour Thierry, bonjour Bruno. Je voulais juste revenir un petit peu vers toi, parce qu'on voit que ça y est, hein, le pont arrive sur l'eau. Ouais, alors le pont continue à avancer. Alors ça se fait. Là, je pense qu'il est à l'arrêt pour l'instant parce qu'il y a encore des opérations de réglage, mais ça avance petit à petit, petit à petit. Je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs depuis le début de l'émission. Hein, on a vu à mètre par mètre, au centimètre par centimètre, le pont. Voilà, il continue à avancer. Je ne sais pas si on peut montrer ce mouvement, si vous arrivez à le percevoir avec les caméras. C'est pas évident. Nous, on le voit ici très concrètement sur les appuis sur lesquels le pont glisse. Ben, on voit que le pont déroule. Alors centimètre par centimètre, il avance devant nous. Effectivement, ça y est, le lançage est bel et bien en cours. Merci pour les précisions. Donc on vient ici donc avec Bruno Bianco et Thierry Klotz. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les enjeux d'un chantier comme celui-là? Comment ça se passe quand on est en groupement? Comment on s'organise et qui fait quoi? Ça a l'air de se passer bien. On peut vous confirmer ça tous les deux. Bruno le fera également. Au regard de la taille du chantier, du tracé, de la qualité du projet, et évidemment, on ne pouvait pas, en tant qu'entreprise locale, Trabé, ne pas y participer. C'était plutôt ambitieux parce qu'on a une entreprise qui pilote le groupement. On est une PME qui a repris vie, je vais dire ça comme ça, en 2015 après de grosses difficultés. Et donc le challenge était à la fois prouver à nos clients à l'extérieur qu'on avait les compétences, l'énergie et la vivacité, le dynamisme pour assumer un projet comme ça. Et puis évidemment, en interne, c'était un levier formidable pour motiver les gens, pour leur prouver ils se prouvent à eux-mêmes tous les jours, qu'ils sont capables de faire des choses qui ne sont pas ordinaires. Ce n'est pas un chantier ordinaire pour une entreprise de VRD comme nous. Je parlerai après du groupement, évidemment, et j'en profite pour saluer donc, les salariés qui sont présents, donc, notamment Anthony Varnier, qui est le pilote pour le groupement, qui fait partie de notre entreprise, qui coordonne les entreprises, donc NGE, EJL et Berthold Co-Traitante, qu'il ne faut pas oublier, qui avance derrière nous, vous le disiez, avec derrière une centaine de personnes, effectivement, qui œuvrent quotidiennement depuis octobre 2019, disait M. Herbst tout à l'heure, et encore pendant quelques mois. Comme ça, je ne me mouille pas. Il y en a d'autres qui se sont mouillés à ma place. Et c'est remarquable parce qu'effectivement, ce groupement constitué de gens de divers horizons ont constitué, dans une base vie séparée des entreprises dont ils sont originaires, un organigramme avec des chefs de chantier qui sont là, des topographes, des ouvriers, des chauffeurs d'engins, des maçons, pour arriver à relever ce défi et être face à un maître d'ouvrage qui a un interlocuteur, qui est une entreprise constituée d'un groupement de différents savoir-faire. Comme ça, je ne les oublierai pas, les salariés. Merci. Merci au mandataire de me laisser prendre la parole. Je compléterai que j'y vois deux intérêts. La première, il y a une complémentarité géographique, puisqu'effectivement, la société Trabé est basée à Haguenau. Donc, faire plus local, on ne peut pas. Par contre, NGE, bien évidemment, au travers de ces environ 10 agences multimétiers réparties sur la région Grand Est,
Je dirais que c'est le régional local. Voilà. Et d'autant plus qu'on est de plus en plus local pour NGE, puisqu'on vient d'intégrer les collaborateurs de la société Pontigia, qui du coup ne sont basés qu'en Alsace, viennent de rejoindre le groupe NGE. Donc ça complète le réseau local de NGE. Et la plus proche agence d'ailleurs de Pontigia est installée à Heurt. Et puis ensuite, complémentarité de métiers. On est sur un chantier purement multimétier. Je ne vais pas citer toutes les activités qui ont été mises en œuvre. En tout cas, il y a d'abord la complémentarité métier chez NGE, puisqu'on a utilisé les compétences et les savoir-faire de 3 de nos filiales, qui sont Muller TP, NGE Fondation et NGE Génie Civil. Et puis complémentarité, je dirais, de métiers avec la société Trabé. Et avec cette complémentarité, on a pu mobiliser des moyens en commun. Et comme l'a dit M. Klotz, ce qui a fait la réussite du chantier, le chantier n'est pas fini, mais j'ai aucun doute sur la réussite finale, sur l'aspect technique, délai, qualité, c'est que y a une vraie équipe qui a travaillé en synergie avec un chef de projet unique pour l'ensemble des sociétés. Et c'était ça la prouesse de ce chantier. Et la réussite du chantier a passé par ça. Et je m'associe à M. Klotz pour féliciter et remercier l'ensemble des collaborateurs qui ont travaillé, et il y en a une partie derrière nous. Et bien évidemment, bureau d'études, géomètres, je vais en oublier, les bureaux d'études techniques, et tous les gens qui ont collaboré, qui ont participé et qui ont réussi ce bel ouvrage dont on espère qu'il y aura des suites sur des chantiers aussi importants sur la région. Voilà. Merci à tous les deux. En parlant des équipes qui sont de l'autre côté avec David, on a Philippe Chartrou qui peut nous expliquer aussi un petit peu plus ce qui se passe côté lançage. Ouais, exactement. Et alors c'est vrai que le pont a quitté, ça y est, l'esplanade sur laquelle il était stationné, là où il a été construit d'ailleurs. Depuis quelques semaines, il a été assemblé, construit ici. Alors on va se retrouver avec Philippe. Alors le pont avance déjà, ça nous rend très très heureux parce que le lançage se passe plutôt bien. Pourquoi on a fait ce choix d'un lançage de cette manière-là, à cet endroit-là, sur la Moder? Le choix du lançage est adapté à cet ouvrage parce que c'est une méthode qui nécessite, comme vous le voyez, en fait, in fine très peu de moyens. Très peu d'ouvrages provisoires, il n'y a pas besoin d'étaiements, de structures provisoires particulières. Le principe c'est simple, on fait glisser en fait le pont grâce à un système de treuil, en fait on le pousse tire et on le fait glisser jusqu'à l'autre rive. Hein. C'est ça, donc en fait à l'arrière vous voyez, mais Dominique l'expliquera mieux tout à l'heure, vous avez 2 treuils, un treuil qui sert avec un dispositif de traction, donc qui permet de faire avancer l'ouvrage. Vous avez un second treuil qui est un treuil de retenue qui permet évidemment de sécuriser aussi le lançage, car évidemment il faut pouvoir aussi arrêter l'ouvrage quand il est en position définitive. Évidemment, il faut s'arrêter pile au bon moment. Ça se joue à quoi? À quelques centimètres près? Non, ça se joue, oui, à quelques centimètres près. Après, il y a des systèmes de réglage que vous voyez sur les chaises sur lesquelles appuie l'ouvrage aujourd'hui. Voilà, pour l'instant, il y a plusieurs choses. Il y a déjà ce qui est en béton, s'appelle l'acculé. C'est là où le pont va venir se poser réellement. Mais pour l'instant, il y a ce qu'on appelle des chaises. C'est la partie... Alors, ça ressemble à une chaise, en fait, très simplement, avec un dossier. Et c'est la partie sur laquelle glisse le pont. C'est ça, tout à fait. Ce sont des chaises avec des plaques en téflon sur lesquelles glisse le pont. Et ensuite, une fois qu'il sera en position définitive, évidemment, il y aura un transfert de l'ouvrage sur ses futurs appuis de bétonnage et ses appuis définitifs. Car in fine, en effet, l'ouvrage va reposer sur les 2 culées en béton que vous voyez de part et d'autre de la Moder. Comment vous avez préparé tout ça chez NGEGC? Chez NGEGC, il a fallu préparer ça très en amont, hein, évidemment. Donc, des phases importantes au démarrage, qui est la phase d'étude, donc de dimensionnement de l'ouvrage. Coordination importante entre différents bureaux d'études, des bureaux d'études structure pour la partie béton, la partie générale de l'ouvrage, des bureaux géotechniques, aussi un bureau d'études aussi charpente métallique, hein, puisque évidemment, voilà. Et tous ces éléments doivent être coordonnés pour établir les notes de calcul et les plans qui sont nécessaires à la construction de l'ouvrage. Et sachant qu'en parallèle, au fur et à mesure de l'avancement de ces études, il faut préparer tous les modes opératoires, toutes les méthodologies, l'ordonnancement du chantier, qui permettra d'arriver à ce qu'on voit aujourd'hui et puis évidemment d'aller jusqu'à la fin de l'ouvrage. Parce qu'une fois qu'il est à sa place, évidemment, il reste encore plein de choses à faire, c'est pas fini. Tout à fait, il reste encore plein de choses à faire, hein, puisqu'aujourd'hui, comme on l'a expliqué initialement, vous avez simplement la partie métallique du futur tablier de pont. Ensuite, il y a la partie dalle en béton qui va être réalisée sur la partie supérieure. Donc cette partie va être réalisée en parallèle en fait, de la mise sur appui de bétonnage de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'on va retirer les chaises et nous allons travailler au niveau de la dalle avec un système de dalles préfabriquées qui seront posées sur la charpente et sur les consoles que vous voyez de part et d'autre du caisson. Et ensuite, on viendra réaliser une dalle en béton, qui est une dalle de compression qui recevra la future VLS. Philippe, vous faites ça très souvent chez NGEGC, là, une telle opération?
On fait ça de plus en plus souvent, un peu de partout en France, voire même à l'étranger. En Alsace, c'est la première fois, donc on est très fiers d'être là aujourd'hui et de vous présenter ce projet, accompagné des différents interlocuteurs, la maîtrise d'œuvre, CETEC, nos sous-traitants Berthold et évidemment tous les Trabé, notre partenaire principal, et puis toutes les entités du groupe NGE. Merci beaucoup Philippe. Dominique Lamsan de Berthold, il est là avec moi. Bonjour Dominique. Enchanté. Responsable de la division ouvrage d'art métallique. Alors vous avez l'habitude aussi de ce type de choses. Vous êtes impressionné ou pas là? Vous êtes comment? C'est ému? Il y a quoi quand on a réussi le lançage ou presque réussi? Parce qu'on est quasiment à l'arrivée. Il y a toujours un petit peps dans ces opérations. C'est toujours assez spectaculaire pour le commun des mortels. Pour nous, ça l'est un peu moins forcément. Aujourd'hui, l'opération se passe très très bien. On est en fin de lançage. On a passé les étapes critiques du lançage. Et on est plutôt serein sur... Là, voilà, il doit nous rester une vingtaine, 25 mètres à faire. Donc tout se passe bien pour l'instant, pas de problème. Le pont a été assemblé sur place, c'est ce qu'on expliquait, il y a eu énormément de travail ici. Alors sur l'esplanade, à la plaine qui est derrière nous, il y a eu un énorme travail qui a été fait ici. Oui, alors préliminairement, on a fabriqué tout ce tablier en atelier à Dieu-sur-Meuse dans Lorraine, en 6 tronçons. En fait, on les a acheminés par convoi exceptionnel. Chaque pièce, chaque colis transporté faisait environ 5 mètres de large, 25 mètres de long, 50 tonnes pièce. Donc par convoi exceptionnel, on est venu décharger ici les éléments sur des calages d'assemblage. Du fait du Covid, on a été pris de court l'année dernière avec ça aussi. Donc on a dû assembler en retrait de 25 mètres le tablier pour permettre à NGE de faire la culée béton ici et qu'il n'y ait pas d'interférence avec nos travaux. Donc en fait, on a assemblé cette structure il y a relativement longtemps, le temps que tous les travaux se terminent. Et aujourd'hui, on est en phase lançage pour terminer notre partie métallique. Alors quand on voit ce pont, il y a une partie métal qui est rouillée pour l'instant, qui est brute, qui est neutre. Et puis il y a deux parties, une partie rouge et une partie grise. Partie rouge à l'avant, je crois que ça s'appelle l'avant-bec, c'est ça? Et partie grise à l'arrière. C'est quoi, ça sert à quoi ces deux parties qui, je crois, sont amovibles en plus? Elles ne font pas partie du pont final. C'est ce qu'on appelle un ouvrage provisoire. C'est un avant-bec qui est une structure qu'on dimensionne d'une certaine longueur pour pouvoir en fait accoster sur la culée d'arrivée, pour pouvoir franchir le saut qu'il y a, c'est-à-dire la modère. Et ici, on a 35 mètres d'avant-bec qui permet en fait d'accoster en face et de rester sur un ensemble stable pendant tout le temps du lançage. Vous parlez aussi du tablier, j'en profite pour faire un point sur la partie corten, puisque c'est un acier particulier qui est un acier autopatinable. Habituellement, on est sur des aciers qui sont peints. Là, en l'occurrence, on est sur un acier corten dont la patine, la rouille, en fait, autoprotège naturellement le matériau, ce qui permet à la fois au maître d'ouvrage d'avoir une écologie, on va dire, dans le système, puisqu'il n'y a pas de peinture chimique qui s'applique. Et dans l'entretien également, il y a une économie, il n'y a pas besoin d'entretien, il n'y a pas besoin de couper la circulation et il n'y a pas besoin de polluer l'atmosphère plus que nécessaire. On va le laisser vivre en tout cas. Ça y est, on arrive quasiment au bout. Là, pour l'instant, pour vous, c'est réussi, c'est sourire? Tant qu'on n'a pas fait le dernier mètre, on n'est jamais complètement réussi. Il faut beaucoup de vigilance perpétuelle, avec une personne à chaque ligne d'appui qui regarde exactement ce qui se passe. Il peut toujours se passer un aléa en cours de route. Mais là, oui, il nous reste 2 mètres à faire et il va nous rester une petite opération de réglage avant de finir le dernier mètre. Donc voilà, le matériel, tout est conforme à ce qu'on attendait. Voilà, et on y est quasiment, on est dans les derniers centimètres à l'approche. Voilà, les treuils qui sont derrière nous, les longs câbles tendus ont fait avancer ce pont, ont assuré ce lançage. Alors je sais que les gens qui sont en train de travailler ici vous entendent, vous qui êtes côté public là-bas à l'arrivée, vous pouvez les applaudir parce qu'ils ont fait un sacré travail. On aimerait entendre vos applaudissements jusqu'ici, jusqu'au point de lançage au départ. Voilà, ça y est, c'est quasiment l'arrêt du pont qui est quasiment à sa place définitive. Et un coup de chapeau vraiment à toutes vos équipes parce que j'ai vu que tout le monde était très très à l'affût et très concentré depuis ce matin. Très concentré, c'est vraiment le jour de l'opération de lançage où on a la plus grande concentration. On a quand même 350 tonnes qui avancent dans le vide, donc effectivement, il ne faut pas se tromper. C'était assez impressionnant ce matin quand on voyait les premiers mètres en fait et on voit l'avant-bec qui part et qui se jette au-dessus de la modère pour arriver à la culée côté arrivée où vous êtes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Dominique, merci Philippe pour ces explications techniques. Delphine, on va recevoir des chefs d'entreprise maintenant parce que tout à l'heure, le président le disait, le président Clusturni, les riverains mais les entreprises aussi ont apprécié énormément cette liaison sud ici à Haguenau et notamment la zone commerciale qui est derrière nous. Oui, c'est ça. Alors, on était en train de regarder que le pont est arrivé déjà derrière nous. Bon, ça va, tout va bien. Il est stable. Tout se passe bien. Et donc, du coup, moi, je suis effectivement avec Thierry Lameau, qui est directeur de Leroy Merlin, qui est dans la zone commerciale qui est juste à côté.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire du coup en quoi ça consiste, en quoi la VLS est un plus pour le Roi Merlin? Le magasin et la zone commerciale a ouvert en octobre 2018 et donc nous avions déjà intégré l'arrivée de ce pont, vu que c'est un pont qui était effectivement annoncé. Nous avons créé, avec l'ensemble des commerçants de la zone, parce qu'il y a une vingtaine d'enseignes, il y a à peu près une centaine d'emplois qui ont été créés. Et nous avons effectivement un vrai succès sur la zone d'aménagement pour la maison, vu qu'il n'y a pas que le Roi Merlin, hein. Il y a Centracor, il y a Quatre-Murs, il y a beaucoup d'enseignes qui nous ont rejoints et on est tous ensemble et on est ouvert le même jour. Et on est effectivement aujourd'hui aussi un peu fiers dans la mesure où notre magasin, parce qu'on était très proche, il y a une nouvelle enseigne qui vient de s'installer aujourd'hui, qui est donc Intersport, qui ouvre aujourd'hui donc dans la zone à quelques centaines de mètres de notre nouveau magasin, et il s'installe dans notre ancien magasin. Donc l'objectif de ce pont, c'est effectivement de se rapprocher des habitants, parce que effectivement, se rapprocher par rapport à la ville d'Haguenau, c'est un centre d'attraction, et puis comme la zone attire au-delà de la ville d'Haguenau, d'avoir un pont qui nous rapproche des habitants, c'est effectivement très important. D'accord, merci beaucoup. Et je suis aussi avec Livia ENR, qui est PDG de la société Buller. Donc je ne sais pas si vous voulez vous présenter d'abord. Oui, donc nous sommes un groupe suisse qui est aussi implémenté en France depuis 130 ans déjà. Et donc on a 3 sites sur la France qui fait aussi, ou qu'on montre bien que la France est un marché important pour nous. On est une entreprise qui fait des machines et des process pour l'agroalimentation, mais aussi sur plein de secteurs qui sont liés à la mobilité, donc par exemple la coulée sous pression. Et donc on est sur Haguenau avec 45 employés. Et en 2015, en fait, on a décidé de changer notre siège social et de le déménager ici sur Haguenau. Et on a refait aussi nos bureaux, ce qui montre bien qu'on essaie vraiment de s'implémenter ici dans la région. Et vraiment, la liaison sud, ça va nous permettre qu'on a plus, pour nos employés, l'accessibilité sera meilleure, ils auront moins de temps de trajet. Je pense aussi que ça donne une attractivité à la zone où on est implémenté, donc le zone aérodrome. Et donc aussi pour les talents qu'on souhaite chercher dans le futur en tant qu'employé, ça va être encore plus attractif. En plus, je pense que ça va aussi permettre à nos clients qui viennent un peu de partout en France d'avoir un accès plus simple pour venir nous voir, et pour les livraisons, les expéditions, etc. Ça nous facilite vraiment la vie de ne plus devoir passer au centre-ville. Donc je pense que c'est vraiment un très joli projet qui nous permet de faire avancer les logistiques, mais aussi le savoir-être chez nous au travail. Parfait. Donc bon, désenclavement, mobilité, c'est vraiment des mots qui reviennent un petit peu partout. Donc c'est vrai que c'est un super projet. Alors est-ce que le pont est arrivé ? Toujours Ouais, pas. le pont est à sa place. Je lui tourne le dos, alors c'est vrai que c'est... Le pont est à sa place, ça y est, Delphine. Il y a quelques petits réglages encore à faire sur les derniers mètres, mais c'est fait sur le dernier mètre même. Mais ça y est, on est en train de verrouiller la place du pont. Il est posé, il est en place, et je vous assure, il y a une vraie fierté ici des équipes qui ont travaillé, qui ont fait un sacré travail. Puis il y a beaucoup de gens aussi, je ne sais pas si voilà, il y a des gens qui sont là, qui sont venus voir le lançage, les habitants d'Haguenau qui sont venus voir cet événement ici dans leur ville cet après-midi, et ce lançage qu'on suit en direct sur les réseaux sociaux. Et ensemble, on va parler de travail, parce que ce sont des heures et des heures et des heures de travail, un tel chantier. Je suis avec Bouraïm Moulissou. Bonjour Bouraïm. Bonjour. Alors vous habitez à Haguenau, vous avez été embauché pour travailler sur ce chantier. C'est quoi votre métier sur le chantier ? C'est nous qui pèse les réseaux secs et tout. Vous savez plus, parce qu'on en a parlé ensemble de cette passion. Vous aviez envie, vous, de travailler sur les chantiers. Vous aviez vraiment ce rêve. Oui, j'avais des rêves depuis petit pour devenir chef de chantier, comme au public, tout comme ça. Vous avez quitté Mayotte pour venir en métropole, pour trouver un chantier, pour travailler sur les chantiers. Oui, je voulais travailler depuis petit, depuis 19 ans, mais je n'avais pas trouvé d'emploi. Je suis venu en métropole, et là maintenant j'ai trouvé un travail, et je suis content de voir le pont en face à face. Voilà quoi, et on a fait le pont, et là c'est fini quoi. Vous êtes content d'avoir participé à ce chantier, d'avoir appris plein de choses en plus ? Oui, je suis vraiment content.
Bon, il va falloir que ça continue maintenant, il faut qu'on vous embauche. Racontez-moi, comment on vous a recruté? Vous avez entendu qu'il y avait un recrutement pour le chantier? Oui, il avait un recrutement à mission locale. Et moi, je suis parti, j'ai amené mon CV et voilà, quoi. Après, j'ai reçu l'entretien. Et moi, je remercie Anthony, c'est lui qui m'a aidé pour venir au chantier. Puis il y a votre tuteur aussi avec qui vous avez travaillé, c'est ça, pendant tout le chantier? Mais je travaille avec Jules, il est là déjà. Il est là, Gilles, ouais. Avec mes collègues, mais ils ne sont pas là. Et moi, je suis content, vraiment content. Moi, j'ai envie de rester au VLS. Non, sur le travail public. Et moi, j'ai envie de continuer, quoi. Les travaux publics, cette passion, ce rêve du TP, bah, vous allez continuer. J'espère en tout cas à le vivre et à partager, parce que des chantiers, il y en a tout le temps, encore et encore. Alors c'était l'engagement d'employer des habitants d'Agno. Ça s'est fait au travers, c'est vrai, de la mission locale et au travers de cette action Delphine. Il y a Coralie Tijoux qui est avec vous. Bonjour Coralie. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale de Agno, conseillère communautaire également, en charge de l'économie sociale et solidaire. Nous, ça nous rend super heureux ce qu'on vient de se dire avec Bouraïm, et puis on a parlé un peu avant l'émission aussi, d'avoir des gens comme ça qui peuvent réaliser leurs rêves. C'était l'idée d'avoir des gens d'Agno qui interviennent sur ce chantier extraordinaire. Tout à fait. Alors l'intérêt pour nous, alors je voudrais revenir sur le caractère innovant, puisque c'était la première fois que la communauté d'agglomération mettait en œuvre des clauses d'insertion dans ces chantiers et dans les marchés publics. Donc là, dans le cadre de la voie de liaison sud, c'était 10 000 heures d'insertion qui étaient consacrées. Ouais. Alors je dois dire que là, la collectivité joue un rôle finalement de facilitateur entre un besoin en main-d'œuvre pour les entreprises et de l'autre côté, des personnes du territoire, majoritairement des jeunes, qui ont besoin d'un travail. Et alors je conclurai en disant tout simplement que c'est une démarche gagnante-gagnante, gagnante pour la collectivité qui est exemplaire en matière d'insertion, également pour les entreprises qui ont un besoin en main-d'œuvre, mais surtout et avant tout pour la personne elle-même qui peut démarrer un parcours d'insertion. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Bouraïm, qu'il a appris beaucoup de choses. Et maintenant, vous allez pouvoir en faire profiter des entreprises, de ce que vous savez. Oui, moi, je vais profiter maximum pour rester avec Trabé. Et j'aimerais bien de rester toute ma vie, quoi. C'est essentiel parce que vous m'avez dit trouver un métier pour moi, trouver un contrat, ça va plus loin que réaliser votre rêve. C'est aussi avoir une maison, c'est aussi avoir plein de choses et avoir une vie sociale et avoir un travail. C'est hyper important pour vous. Oui, mais j'aimerais bien trouver un CDI, comme ça, j'ai trouvé un appartement tranquille. Les amis de chez Trabé, c'est à vous, en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous, merci d'avoir parlé de cette passion Bouraïm et puis de ce chantier aussi avec vos yeux. On va refermer cette émission parce que ça y est, le lançage du pont est terminé, Delphine. Il est en place, on peut traverser la Modère, enfin pas tout de suite avec la voiture, mais en tout cas le pont est en place. D'accord, alors moi j'avais Thierry Klotz qui est là, s'il veut dire un petit mot pour sur cette clause d'insertion pour une entreprise. Alors c'est vrai que pour l'élu c'est un avantage, on a entendu Coralie le dire. Et pour une entreprise, comment c'est pris quand il y a une clause d'insertion comme celle-ci dans un marché? Je vais dire un petit mot, je vais essayer de ne pas durer toute la vie. Alors je vous entends pas pour l'instant, je ne sais pas si on vous entend ou pas avec ce micro, Thierry Klotz. Personne n'a rien vu, on a échangé nos micros. Ça va aller. Je vais tenir 2 minutes, puisqu'on est en temps imparti et pas toute la vie. L'objectif ambitieux de tenir toute une vie dans une entreprise, c'est très bien, parce que nous, on cherche à avoir des collaborateurs qui sont motivés et qui ont des objectifs ambitieux. On n'a jamais vu les clauses d'insertion, elles existent depuis un certain nombre d'années. On les a plutôt, de manière générale, dans nos entreprises, c'est vrai chez NGE, chez EJL et chez nous, vues comme des opportunités. Le métier des travaux publics, tous les gens qui sont ici, on l'aime particulièrement, on en est particulièrement fiers. Il faut qu'on arrive à le transmettre. Donc c'est vrai que l'insertion, c'est aussi un moyen de faire de l'attractivité pour des jeunes. On a besoin d'embaucher des jeunes. Et ce qu'on propose dans nos entreprises de manière générale, c'est un sourcing, un recrutement au travers des chantiers, un circuit d'intégration dans l'entreprise avec un accompagnement. Et c'est vrai qu'on utilise ce qu'on appelle un GEC TP qui s'appelle à l'emploi, donc un groupement d'entreprises pour l'insertion et la qualification, qui environne tous les problèmes logistiques, sociaux qui peuvent exister chez les personnes éloignées de l'emploi afin de les aider à s'intégrer. Et on a dans l'entreprise, et on l'a cité, Gilles, entre autres, sur ce chantier, Gilles Wagner, des tuteurs qui accompagner les jeunes, qui ont envie de les voir évoluer, qui ont besoin de collaborateurs à côté d'eux qui peuvent grandir et qui peuvent ensuite intégrer l'entreprise. Donc le souhait qu'il émettait, on le connaissait déjà, évidemment, heureusement. Et
donc de transformer ces contraintes en quelque chose de durable, au-delà de l'insertion du chantier, c'est plutôt réalisé en général. Une preuve simplement dans les heures. On n'a pas donné beaucoup de chiffres dans nos interviews, j'en donne 2. 6500 heures d'insertion obligatoire sur le chantier. On est à un peu plus de la moitié du chantier. On a fait 7159, je les ai appris par cœur, hein, heures d'insertion. Ouais, c'est impressionnant. Donc beaucoup plus. Et en moyenne dans le groupement, donc on est à 110% alors qu'on est à peine à la moitié du chantier. C'est bien la preuve qu'on s'est saisi de ça. Ça représente 4 à 6 personnes sur l'ensemble du chantier toute une année. Et c'est la preuve qu'on s'est approprié ces choses-là, mais pas que le patron, aussi l'ensemble de la chaîne jusqu'aux collaborateurs, pour que ça soit plutôt du CDI que de l'éphémère. J'aime pas ce mot-là, donc je l'emploie. Ce sont de belles voilà. histoires à écrire sur la durée, en tout cas. Merci beaucoup Thierry Klotz. Histoire à écrire sur la durée. Comme ce pont qui est posé, ça y est, il est à sa place maintenant. Le lançage est terminé. Vous voyez les culées sur lesquelles, pour l'instant, on a ces chaises sur lesquelles le pont est posé encore provisoirement. Puis encore énormément de travail à venir ici avant qu'on puisse rouler. Mais c'est prévu pour le 3 janvier, en tout cas. Ça a été annoncé tout à l'heure par André Herbe, c'est confirmé par le maître d'ouvrage. On va revenir côté plateau arrivé maintenant parce que on va parler avec Marie-Odile Becker qui est adjointe au maire à la ville de Haguenau de la politique de déplacement et de mobilité douce ici autour de cette VLS. Elle a son importance, cette VLS. Alors je sais que derrière nous il y a une voie cyclable en fait qui longe la Modère, mais c'est également un engagement à des déplacements un petit peu différents. Bonjour Marie-Odile Becker. Bonjour. Je le disais, tout ce pont, cette VLS et puis cette voie cyclable qui est ici derrière nous, on est dans les symboles de la mobilité douce ici à Haguenau. Oui, tout à fait, c'est un symbole, mais c'est plus qu'un symbole. C'est effectivement toute une démarche d'un maillage au niveau des pistes cyclables. Donc cette piste qui est une piste sécurisée, c'est-à-dire elle est distincte de la voie des voitures et des piétons. Et c'est une piste qui fait 5,5 km. Cette piste, elle est connectée à l'ensemble des itinéraires de les berges de la Modère. Donc on peut aller de Schweighouse, pour ceux qui connaissent Val-de-Modère à l'ouest, jusqu'à Bischwiller. Et voilà, et ça permet même de relier Niederscheffolsheim et jusqu'au canal de la Marne-au-Rhin. Voilà, donc un projet très important pour nous et pour moi personnellement. Oui. Ouais. Mais on a compris qu'il y avait beaucoup de la mobilité douce. Donc d'où cette piste cyclable aussi qui longera donc toute la VLS. Et alors, est-ce qu'on a eu quelles mesures ont été mises en place en termes d'environnement par rapport à ce chantier? Voilà, donc peut-être les différentes mesures. Alors, un projet comme ça fait bien sûr l'étude approfondie d'une étude d'impact sur l'environnement. C'est-à-dire c'est un inventaire exhaustif fait par des bureaux d'études d'experts indépendants et qui font un atlas du patrimoine naturel local pour la faune et la flore. Donc tous les impacts potentiels sur la faune et la flore ont été examinés. Et toute la démarche consiste à éviter d'avoir un impact, premièrement, si on ne peut pas éviter, à réduire et à compenser. Donc, tout d'abord, éviter. On a, par exemple, préservé des zones naturelles remarquables. Une que vous ne connaissez peut-être pas, c'est des landes sableuses de l'aérodrome en zone Natura 2000. Et on a évité, par exemple, le bois du Château Valk. C'est des exemples concrets. Et il faut savoir que, du coup, le tracé retenu n'est pas forcément linéaire. C'est un tracé qui est sur la ligne du moindre impact vis-à-vis des milieux naturels, de la faune et de la flore. Donc un tracé qui peut paraître compliqué et pas forcément la logique qu'on aurait au premier abord, mais c'est lié à notre volonté forte de préserver la faune et la flore. Une fois qu'on a évité, le deuxième aspect, c'est de réduire les impacts. Alors quelques exemples. On a créé 13 passages pour la petite faune qui va passer sous la VLS. Un exemple, moi, qui m'a marqué, c'est l'ouvrage de franchissement donc, de la Modère ici pour les chauves-souris. L'objectif est de limiter la circulation des chauves-souris pour éviter les collisions. Pour cela, il a été nécessaire de modifier les végétations des berges de la Modère, de les rabattre de part et d'autre pour que les chauves-souris puissent passer en dessous, avec des garde-corps complétés, avec un écran, vraiment pour la protection des chauves-souris. Un aspect très important que souvent on ne voit pas, mais qu'il est important. Et comme ça,
important de mettre en avant. Et comme ça, il y en a plein des exemples. Voilà. Ouais, on a pris vraiment soin de l'environnement avec dans ce lieu qui est absolument incomparable autour de la Moder. En plus, c'était une nécessité. Et on l'a vraiment expliqué tout au long de cette émission. Ça a été l'un de nos fils rouges, cette attention portée à l'environnement. La politique vélo, un mot sur la politique vélo d'Agno et de l'agglomération, Marie-Odile? Merci. Non, Marie-Odile est partie. Ben voilà, et à vélo peut-être d'ailleurs pour aller faire non, cette... non, je suis toujours là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Marie-Odile est toujours là. J'allais vous souhaiter une bonne balade sur la voie cyclable à vélo. Merci d'avoir été avec nous, Marie-Odile Becker. On va refermer dans quelques instants cette émission. On va faire un clin d'œil à tous ceux qui ont énormément travaillé encore aujourd'hui et qui vont continuer. Philippe Chartrou, c'est pas fini. C'est pas parce que le lançage est terminé que le chantier s'arrête. Il y a encore beaucoup à faire. Tout à fait. On est très heureux que l'opération se soit si bien passée et d'avoir pu la partager tous ensemble. Et du coup, on va pouvoir continuer d'autant plus sereinement la suite des travaux pour enfin pouvoir faire profiter à toute la population de ce bel ouvrage, de cette belle VLS auquel on aurait été très, très, très fiers de participer. Bravo et bravo à toutes vos équipes. Philippe, Claude Sturny, vous êtes revenu avec nous sur le plateau côté arrivée du lançage du pont. Il est fier, le président que vous êtes, là, à cette heure-ci. Vous avez suivi centimètre par centimètre ou mètre par mètre le lançage du pont avec nous aujourd'hui? Oui, tout à fait. On est toujours en train de se demander comment ça va se passer. Ça s'est très très bien passé. Je voudrais féliciter toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet depuis le début évidemment, mais avec une échéance particulière qui était aujourd'hui de ce lançage de pont. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour remercier également toutes les équipes de NGE, de la communication, Delphine et tous les autres qui ont été impliqués, ceux de la direction de la communication de la ville et de l'Aglo également. Voilà, on a souhaité Covid oblige, trouver d'autres moyens de diffuser, de rendre visible cette opération. Encore une fois, elle est historique. Et je suis très heureux si on a pu répondre à l'appétit, la curiosité de nos concitoyens sur cet ouvrage. Je leur donne rendez-vous dans un peu moins d'un an maintenant, une petite année, puisqu'on espère pouvoir ouvrir à la circulation cette voie de liaison sud début 2022. Ouais, le rendez-vous est pris pour le 3 janvier. Merci beaucoup, Claude Sturny. En plus, vous laissez une trace avec cette émission qui reste à revoir sur les réseaux sociaux, la page YouTube ou alors la page Facebook de l'agglomération d'Agno, également sur les réseaux sociaux d'NGE. Vous pourrez retrouver cette émission si vous avez manqué des moments, si vous avez envie davantage d'explications techniques ou sur les enjeux de cette voie liaison sud ici à Agno. Vous retrouverez tous ces éléments dans cette émission. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont préparé et travaillé, aux équipes techniques notamment ici et aux équipes d'NGE qui nous ont accueillis pour ce live en direct et cette heure qu'on a partagée encore une fois avec vous avec beaucoup de bonheur. À très bientôt.